អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La chambre est laissée à la partie civile pour l'interrogatoire. Oui, Monsieur le Président, merci. J'ai entendu que nous devions terminer avant 4 heures. Nous avons commencé un petit peu tard. J'aimerais que la Chambre soit indulgente et que cette dame puisse s'expliquer le temps qu'il faut. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps, mais peut-être un tout petit peu plus que le temps qui a été indiqué tout à l'heure, compte tenu de notre démarrage tardif. Je vais néanmoins essayer de faire rapidement. Je voudrais... Bonjour Madame. Bonjour à nouveau. Je voudrais revenir un petit peu sur les questions qui vous ont été posées sur la première partie, la première époque après Phnom Penh et votre départ de Phnom Penh. Et je voudrais d'abord peut-être que vous nous disiez combien vous aviez de frères et sœurs au moment où vous avez quitté Phnom Penh. Réponse. J'ai 3 jeunes frères. 2 jeunes frères, pardon. 2 sœurs. En 1975, j'avais un autre jeune frère. Je vous remercie. Vous avez parlé des personnes qui sont arrivées chez vous, que vous avez décrites comme habillées d'uniformes noirs. Est-ce que c'était des soldats ? Réponse. En effet, ceux qui nous ont dit de quitter Phnom Penh portaient des uniformes noirs et des écharpes rouges autour du cou. Je savais que c'étaient des soldats Khmer rouges. Mais je ne sais pas à quelle unité militaire ils appartenaient. Ce n'est pas nécessaire que vous nous précisiez cela. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quel était leur âge ? Est-ce qu'ils étaient plutôt jeunes ou plutôt âgés ? Certains d'entre eux étaient plutôt âgés et les autres plutôt jeunes, mais je ne peux vous donner leur âge précis. Lorsqu'on vous a demandé de quitter votre maison, qu'est-ce qu'on vous a autorisé à prendre avec vous ? Ils nous ont dit de partir. Mais que nous n'avions pas besoin de prendre beaucoup de choses car nous ne quittions que pour 3 jours afin d'éviter les bombardements américains. Lorsque votre père a refusé de partir, est-ce que les soldats Khmer rouges ont menacé votre père ? Mon père a refusé et a demandé aux camarades de reporter le départ
Mais eux ont répondu que nous devions quitter car l'encart l'exigeait. Et qu'ils allaient prendre des mesures contre vous si vous ne partiez pas. Nous n'avions pas le choix. Ils nous ont menacés et donc nous avons dû préparer nos effets et quitter. Est-ce qu'ils vous ont dit quelles mesures ils allaient prendre contre vous? គេទាហានខ្មែរក្រហមប្រាប់ថាបើអត់ Les soldats Khmer Rouges nous ont dit, si vous refusez de partir, vous serez exécutés. On nous accusait d'être des ennemis. Nous étions des soldats de l'ONOL, des ennemis. On nous a dit de quitter, nous voulions rentrer dans notre village natal, mais nous ne pouvions pas le faire. Et donc, nous avons commencé à emprunter une certaine voie, puis eux, ils nous ont dit d'aller vers une autre direction. Et vos voisins, les gens de votre rue, les gens de votre quartier, est-ce qu'ils ont dû partir de la même façon que vous? Mon oncle et ma tante ont été évacués vers là où nous étions, mais nous avons été séparés par la suite. Nous les avons perdus de vue et nous ne savions pas où ils étaient. Et les gens de votre rue, madame, et de votre quartier, les autres gens qui n'étaient pas de votre famille, est-ce qu'ils ont dû partir aussi? Oui. Quand les Khmer Rouges arrivaient à un endroit, tout l'endroit a été évacué. Et tout le monde dans la ville a été évacué. Et donc, ma famille a laissé les autres derrière. Madame, est-ce que vous aviez la possibilité de boire de l'eau pendant votre chemin à partir du moment où vous êtes parti de Phnom Penh? Pendant l'évacuation, nous n'avions pas d'eau à boire. Quand j'étais à la pagode de Viherkon, nous devions boire l'eau qui était dans l'étang. Mais il y avait très peu d'eau et donc il fallait la boire avec parcimonie. Vous avez parlé tout à l'heure des gens malades et répondu à mon confrère sur une de ses questions à ce sujet. Et vous avez dit qu'il n'y avait pas de soins qui étaient donnés aux gens malades une fois que vous étiez parti de Phnom Penh. Est-ce qu'on s'occupait particulièrement des personnes âgées? Les malades et les personnes âgées n'ont reçu aucun soin des Khmer Rouges le 17 avril 1975. Ils devaient s'occuper d'eux-mêmes
Si vous pouviez ខ្ញុំដូចជាអត់ដឹងដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention à cela. Il y avait trop de gens et je n'étais pas en mesure de remarquer les femmes enceintes et je n'étais pas intéressé à faire attention à cela. Que se passait-il quand on ne pouvait pas aider les gens qui étaient fatigués ou les malades ou les personnes âgées? Que faisait-on de ces gens? Je ne le sais pas. Car ma famille a demandé à d'autres personnes de transporter mes effets. Est-ce que vous avez fait un premier voyage, madame, de Phnom Penh? À partir de Phnom Penh, est-ce que vous pouvez énumérer rapidement les lieux par lesquels vous êtes passé jusqu'à ce que vous arrêtiez un certain temps dans le village de Po? Donc, depuis le point de départ, je suis passé par le marché de Po, puis Stungmenche et la caserne de Obakom, la pagode, le Viekun, jusqu'à Stung Kompongtul et Wat Tokla. J'ai suivi mon père jusqu'à la montagne de Chreipno, le long de la route nationale numéro 3, et je suis resté à la pagode de Kairon. Puis, nous sommes allés à Samrang Niao et après Loveo. Nous avons passé la nuit là, ou plutôt, après la nuit, nous sommes arrivés au district de Stung et après Kambal et à la pagode Sampan et la pagode Potiban. C'est le village numéro 5, district de Kortom, province de Kandal. Combien de temps a pris ce premier voyage, madame? Je ne me souviens pas. Quand je suis arrivé à la pagode de Viekun, c'était tard le soir. J'y suis resté 5 ou 6 jours. Puis nous sommes allés jusqu'à la pagode de Tokla et à Stung Kompongtul pendant une semaine. Et nous avons essayé de poursuivre le voyage car on nous a forcé de le faire. Nous avons passé environ un mois, ou plutôt, ça nous a pris à peu près un mois pour aller au village numéro 5. Je vous remercie. Combien de temps êtes-vous resté dans ce village numéro 5? Je suis resté à la commune numéro 5 du village de Potiban. C'était au début de l'année 1976, c'est-à-dire donc d'avril ou début mai jusqu'au début de l'année 1976. Et par la suite, nous avons été évacués de Potiban à la province de Pursat.
dans le district de Kandin, et Kabail Chepuk était le nom de la coopérative. Je voudrais, madame, qu'on s'arrête un petit peu sur ce village numéro 5 dans lequel vous êtes resté de mai à, dites-vous, début 76. Dans votre déposition auprès des juges d'instruction, vous avez dit novembre 75. Ça fait donc environ 6 mois. Quand vous êtes resté dans ce premier lieu, vous avez expliqué qu'on vous appelait les 17 avril. Vous avez dit ça à mon confrère tout à l'heure. Et on vous a expliqué que vous étiez mauvais. Comment appelait-on les gens du village, les gens qui étaient là avant que vous arriviez? Comment les appelait-on, eux? Nous étions les 17 avril. Les 17 avril, c'est ceux qui avaient été évacués de Phnom Penh. Les villageois dans ce village, on les appelait peuple de base. J'ai su que les gens là-bas s'appelaient les peuples de base à Sang Prek Tod. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait une façon différente de traiter les gens du 17 avril et les gens du peuple de base? Et si oui, est-ce que vous pouvez donner des exemples? D'après ce que j'avais compris, les 17 avril étaient considérés comme des ennemis, des Khmers rouges. Et le peuple de base, c'était le peuple de la Révolution. Le peuple du 17 avril était considéré comme ennemi, des féodaux, des capitalistes. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi on nous traitait de la sorte. Nous n'étions pas des capitalistes ou des féodaux, nous étions aussi des pauvres au Cambodge. Je ne comprenais pas à l'époque. Et est-ce que dans ce village, vous deviez travailler plus que le peuple de base? Est-ce que vous receviez moins de nourriture que le peuple de base? Oui. Les 17 avril, nous devions chercher de la nourriture par nous-mêmes. Nous n'avions pas assez à manger. Ceux du peuple de base pouvaient manger car ils pouvaient stocker de la nourriture. Lorsque vous êtes arrivé dans ce village, est-ce que vous êtes resté avec vos parents ou bien est-ce que vous avez été séparés? Au début, nous habitions ensemble. Est-ce qu'on vous a demandé de travailler dans une unité spéciale? Par la suite, on m'a affecté à une unité de femmes. Et je n'avais pas le droit de rentrer à la maison. C'était une unité spéciale. Mais je ne comprenais pas ce que c'était, mais j'étais dans une unité de femmes à l'époque. Je vous remercie. Est-ce que vos petits frères et sœurs recevaient une éducation scolaire à cette époque-là dans ce village?
ចាអត់មានបានរៀនសូត្រទេខ្ញុំឃើញតែ Non. Il n'y avait pas d'éducation, il y avait les gens du 17 avril. Mais les 17 avril n'avaient aucune possibilité d'aller à l'école. Est-ce que vous receviez une éducation politique? Il y avait des réunions d'autocritique. On me critiquait tout le temps. On disait que j'étais paresseuse dans l'accomplissement de mes tâches. La plupart du temps, ils critiquaient les gens du 17 avril. Je ne sais pas pourquoi ils essayaient de causer tant de problèmes au 17 avril et je ne comprends pas. Vous avez dit tout à l'heure que votre plus jeune frère était né en 1975. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et où est né ce petit frère? Je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il est né à la fin de l'année 1974. Et nous avons été évacués à la province de Pursat. Je vais juste vous demander une clarification, madame, parce que à la traduction, on a indiqué qu'il était né fin 74 et qu'après vous aviez été évacué à Pursat. Est-ce que c'est fin 74 ou fin 75? C'était à la fin de l'année 75. Car la deuxième évacuation vers Pursat, et mon frère était très jeune. Il était donc né en 75. Je vous remercie. Au moment de cet accouchement, est-ce que votre mère a été assistée par un médecin? Il y a une soignante qui était soldate, mais qui était aussi la sage-femme du village. Je n'ai pas remarqué que l'on ait donné de médicaments à ma mère. Mais il y avait une sage-femme qui a aidé ma mère à accoucher. Cette sage-femme soldate, quel âge avait-elle? Elle avait une vingtaine d'années ou plus. Elle avait l'air assez jeune. Fin vingtaine, je dirais. Je vous remercie. Toujours dans ce village où vous êtes resté pendant environ 6 mois, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des arrestations dans ce village numéro 5? Je ne sais pas. J'habitais un autre endroit.
Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'aimerais relire un passage de sa déclaration auprès des juges d'instruction à Madame la partie civile. Il s'agit d'un passage du document D246-4 à la page 6. Je peux donner les ERN en français 00 48 54 87, en anglais 00 37 93 13 et en khmer 00 37 34 24. Est-ce que je peux lire cet extrait, Monsieur le Président? Merci. Donc, Madame Imsovan, je vous rappelle ce que vous avez dit au juge d'instruction lorsque vous avez été interrogée par eux. Vous avez dit à la question suivante: pendant ces 6 mois, est-ce que vous avez vu que les Khmers rouges ont maltraité ou surtout exécuté des habitants? Les ont-ils interrogés? Et vous avez répondu: là-bas, il y avait un centre de sécurité auquel on a donné comme nom le centre 15. Je ne me rappelle plus s'il était localisé dans le village 1 ou le village 2. Puisque ma maison était à côté du fleuve, je voyais qu'on transportait en embarcation les gens dont les mains étaient attachées derrière le dos. On les emmenait à ce centre de sécurité. On vous a posé ensuite une question qui dit: que s'est-il passé aux gens de ce centre de sécurité? Et vous avez répondu: on les a accusés d'être des ennemis et on les a emmenés au centre de sécurité. Ceux qui ont été envoyés à ce centre étaient condamnés à disparaître. On vous pose la question: avez-vous vu qu'on a tué les prisonniers pendant ces 6 mois? Et vous avez répondu: non, jamais. J'ai vu tout simplement qu'on les a transportés au centre de sécurité. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit au juge d'instruction, madame? J'ai vu cela, mais le village numéro 5, je ne sais pas qui était la victime. Ma maison était au bord de la rivière et j'ai vu que des gens étaient attachés et emmenés. J'ai vu qu'on a transporté des gens par bateau depuis les autres villages. Le M15, j'ai vu que c'était M15, mais je n'ai jamais été témoin d'exécution, car je suis passé devant le bureau 15, mais je l'ai vu, mais je n'ai pas été témoin d'exécution. Je vous remercie. Vous êtes resté 6 mois dans ce village et vous en êtes parti. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez dû quitter ce village? À l'époque, ils nous ont chassés, ils nous ont dit qu'il fallait rester. Nous voulions rester, mais on nous avait dit qu'il fallait rester au bureau 15, donc nous avons dû partir selon la ligne du parti, et ma famille et moi avons décidé donc de quitter. À l'époque, j'étais au sein de l'unité de femmes, et les gens autour de moi, en particulier le chef de mon unité, on nous a dit que c'était la 2e vague d'évacuation. J'ai dit à mon chef d'équipe que j'allais quitter, même si on me demandait de rester, il fallait aller ailleurs. Et à ce moment-là, ils ont envoyé un bateau pour nous faire traverser la rivière. Et il y avait un camion. Mais ils ne nous ont pas pris tout de suite.
lorsque nous sommes arrivés de l'autre côté de la rivière. Nous avons dû attendre quelques jours de plus. J'ai rencontré une amie de mon père, une amie de mon père qui a dit que nous ne pouvons pas rester là, que nous devions aller à Pursat, car à Pursat il y avait suffisamment de nourriture et que si nous restions ici, nous allions mourir. Nous allions finir par mourir. Donc nous avons décidé de quitter et d'aller vers Pursat. Nous nous ont emmenés par camion, nous sommes passés par Takma à Manslang et finalement nous sommes arrivés à la gare ferroviaire. Nous avons dû attendre à la gare. Est-ce qu'on vous a donné des raisons pour lesquelles vous deviez partir et pour lesquelles il y avait cette deuxième vague d'évacuation dont vous a parlé votre chef? Je ne savais pas pourquoi. Ils nous ont juste dit que ce serait la deuxième vague d'évacuation dès 17 avril et je n'ai pas compris les raisons de cet ordre. Ils nous appelaient les 17 avril. Ils nous considéraient sûrement comme des ennemis des Khmers rouges. En fait, les soldats de l'ancien régime n'étaient pas les seuls à être vus comme des ennemis des Khmers rouges. Les 17 avril aussi étaient vus comme des ennemis. Est-ce que j'ai bien compris, madame? Est-ce que vous dites que seulement le peuple du 17 avril a été déplacé? Effectivement. Pendant ce deuxième voyage, est-ce que vous avez reçu des soins, de l'eau, de la nourriture? J'ai logé au temple de Sampan Le. On nous a donné 3 kilos de riz par famille. Nous avons reçu ce riz en montant dans les camions. Et à la gare ferroviaire, nous sommes restés en plein air en attendant le train. Pendant cette attente, nous n'avons pas reçu d'eau. Nous devions boire à l'étang. Une fois montés dans le train, nous avons reçu une miche de pain et c'était tout. Vous avez dit que votre petit frère était né à la fin de l'année 75 et qu'il avait, je crois, vous avez dit 3 mois lorsque vous êtes parti. Est-ce qu'il y avait des soins particuliers qui étaient donnés aux mères avec des enfants si petits? Ma mère s'est occupée de lui, mais elle n'avait pas assez de lait pour l'allaiter. Elle était trop maigre, trop épuisée. Personne ne s'occupait d'elle et du nourrisson. À l'époque, elle devait se débrouiller seule. Est-ce que vous aviez la possibilité d'acheter de la nourriture ou des médicaments ou du lait ou quelque chose pendant ces voyages, le premier et le deuxième? Non.
Absolument pas. À ce moment-là, après le 17 avril 1975, l'argent a été aboli et donc nous ne pouvions rien acheter. Est-ce que vous pouviez échanger des choses? Non, nous ne pouvions rien troquer. Lors de la deuxième évacuation du 17 avril, nous n'avons rien troqué. Certaines familles avaient caché des choses et donc pouvaient s'alimenter en cours de route, mais ma famille à moi, il ne nous restait rien. Nous étions complètement dépourvus. Je voudrais maintenant vous parler un petit peu du deuxième lieu dans lequel vous avez vécu jusqu'à la fin du régime Khmer Rouge, qui est donc la coopérative de, je m'excuse pour la prononciation, Kbal Chepuk. Vous êtes resté dans cette coopérative. Est-ce que dans cette coopérative, vos frères et sœurs ont été placés dans des unités spéciales? J'ai été expulsé et je suis resté dans une coopérative. C'était celle de Kbal Chopuk dans la province de Pursat. J'y suis resté 3 ou 4 mois. Ensuite, mes frères et sœurs ont été séparés. Mon frère cadet a été affecté à une brigade itinérante d'enfants. Moi-même, j'ai été séparé des autres, mais je n'ai pas rallié d'unité spéciale. Mon père, lui aussi, a été séparé des autres. Il a intégré une autre unité. Je vous remercie. Comment étaient les conditions de vie dans cette coopérative pour le peuple du 17 avril? La nourriture, le logement, etc. À la coopérative de Kbal Chepuk, ils avaient construit de petites cabanes pour les nouveaux venus. Nous avons reçu chacun une petite pièce. Mon père m'a dit que si nous étions près de la rivière, nous pouvions nous alimenter et que la vie ne serait pas aussi misérable que dans le district de Kortom, et ce même si on ne nous donnait pas de riz. Je vous remercie. Je voudrais vous parler de votre père et de votre sœur. Qu'est-il arrivé à votre père dans cette coopérative? Dans cette coopérative, j'y étais vers la fin 78. D'après mes souvenirs, c'était l'époque du repiquage du riz. À ce moment-là, une nuit, on a demandé à mon père de s'occuper des rizières, car soi-disant, des ennemis allaient arriver. Ils ont donc demandé à mon père de se poster dans un réfectoire. Il y avait là un cuisinier du nom de Eun. Et
Tôt ce matin-là, mon père m'a dit que Keung avait attaqué le chef de son unité et qu'il fallait l'envoyer à l'hôpital de la coopérative. Il y avait un autre villageois, Rit, qui est allé rendre visite à Keung à l'hôpital et il lui a demandé pourquoi il avait frappé un ennemi et il a dit au chef de village que aucun ennemi n'avait été caché. Ils ont continué à l'accuser d'avoir caché des ennemis. On l'a menacé de l'emmener. Tout le monde l'accusait d'avoir caché des ennemis. Un jour, je suis allé les rencontrer avec mon père. Celui-ci était déprimé, triste. C'est ce jour-là qu'ils l'ont arrêté. Ils n'ont pas dit à mon père ce jour-là d'aller dans la rizière. Plus tard dans la journée, j'ai pris le déjeuner, puis je suis retourné rencontrer mon père, mais sur la route, j'ai rencontré 2 membres d'une milice qui marchaient et j'ai été horrifié parce que j'ai vu M. Wouti qui m'a dit que mon père avait été attaché à un lit. J'étais horrifié. Je savais que mon père avait été tué. J'ai éclaté en sanglots, mais les villageois m'ont dit de ne pas pleurer, parce que si je pleurais, on m'accuserait d'être une traîtresse. J'ai demandé aux camarades si je pouvais poser une question, à savoir, étais-je accusé d'être une ennemie? Et Leung m'a dit que mon père avait demandé aux miliciens d'épargner sa famille, y compris moi-même, même s'il lui était tué. Donc, mon père a été ligoté, puis ils l'ont emmené, les mains ligotées dans le dos. Il a été emprisonné au bureau 07. Mon père a été accusé d'être un ennemi. Je n'arrêtais pas de pleurer et je me sentais impuissante. L'interprète précise qu'il n'est pas certain des noms de personnes qu'il a entendues. Madame, vous avez dit que votre père a été emmené et exécuté. Comment savez-vous qu'il a été exécuté? ចាព្រោះខ្ញុំដឹងថាវាស្រែក្រោសពេញនឹងទាំងអស់ហើយយកទៅដាក់វត្តវិទាយយន្តនឹងមានទី Ils ont emmené mon père à Banteyoun, où se trouvait le bureau de sécurité 07. C'était un centre pénitentiaire. Les amis de mon frère travaillaient là-bas. En fait, mon frère n'a pas assisté à l'exécution, mais c'est un ami de ma sœur qui en a été témoin. D'après elle, cette nuit-là, mon père a été exécuté. Il y avait un vieux chinois qui avait une montre. Un milicien lui a demandé cette montre. Je me demandais pourquoi il y avait des actes de corruption. Par la suite, à plusieurs reprises, j'ai demandé pourquoi on avait arrêté et exécuté mon père.
lui et d'autres, m'a-t-on dit, avaient été accusés d'être un ennemi. Mais moi je demandais pourquoi d'autres étaient libérés tandis que mon père avait été exécuté. Et voici ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont répondu que le Chinois était l'ancien directeur de l'aéroport de Siem Reap et qu'il avait donné sa montre aux miliciens, après quoi il avait été relâché. Je vous remercie, madame. Est-ce que vous avez pu récupérer le corps de votre père et organiser une cérémonie par la suite? Au bureau de sécurité de 07, la surveillance était stricte. Personne ne pouvait s'en approcher sans y être autorisé. À l'époque, il était impossible de marquer le décès de nos proches par des cérémonies religieuses. C'était impossible. Je vous remercie, madame. Est-ce que vous pouvez nous dire également ce qui est arrivé à votre petite sœur? Et puis j'en aurai fini de mes questions difficiles. Ma petite sœur, elle faisait partie d'une unité d'enfants affectés au bureau de sécurité 07. C'était à la fois un bureau de sécurité et une unité d'enfants. À ce moment-là, les enfants qui y travaillaient ne recevaient que de louches, de bouillie de riz. Ils n'avaient pas assez à manger. Ils ramassaient du riz qui n'était pas mûr, tellement ils avaient faim. Et du coup, ils étaient accusés d'être des ennemis et ils étaient emmenés. En ce qui concerne ma mère, elle avait un anneau. Eux prétendaient que ma mère leur donne l'anneau, sinon ma sœur serait emmenée et tuée. Il y avait donc un homme qui menaçait d'exécuter ma sœur. Cet homme, c'était un de mes anciens enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé après, madame? Ma mère a refusé de lui donner son anneau, donc ma sœur a été emmenée de force au bureau de sécurité 07. Ensuite, elle a été transférée au bureau de sécurité 08. Après cela, elle a disparu et nous ne l'avons plus jamais vue revenir. Madame, je vous remercie pour toutes ces réponses. Je vais laisser la parole à Madame et Monsieur le procureur qui ont des questions supplémentaires, je crois. Je voulais simplement, Monsieur le Président, avant d'en terminer, vous indiquer que Madame Yim Sovan va pouvoir parler de sa souffrance à la fin des questions qui lui seront posées. Pour faciliter les choses, et comme ça s'était fait dans le cas numéro 1, nous l'avons invitée à rédiger quelque chose par écrit pour qu'elle puisse aisément s'exprimer. Est-ce que vous autorisez qu'elle puisse utiliser ce document pour parler de sa souffrance lorsque ce sera le moment? Je crois que ça se faisait dans le cas numéro 1.
បាទអង្គជំរះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះបាន Le président, je vous en prie, allez-y. Je pense qu'elle en parlera peut-être à la fin des questions de tout le monde, donc elle pourra utiliser ce document, c'est ce que je comprends. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, madame, pour votre déposition qui est extrêmement importante pour chacun ici et à l'extérieur de cette salle. Le président, merci. Je donne la parole à l'accusation. Le coprocureur. Monsieur le Président, merci. Madame Yimsovan, j'aimerais vous renvoyer aux déclarations que vous avez faites au co-juge d'instruction. Je voudrais citer une page qui a déjà été mentionnée. Vous parliez de l'époque où vous étiez dans la commune de Potiban. D'après ce que vous avez déclaré, vous y êtes resté 6 mois. De mai à novembre 1975. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. Question. Dans la même déclaration, vous avez aussi dit que votre famille avait reçu une cabane dans laquelle elle pouvait loger et que cette cabane était à proximité de la rivière. Est-ce exact? Réponse. Effectivement, c'était au bord de la rivière. Question. Connaissiez-vous une île appelée Kokho à l'époque? Réponse. Oui, Kokho, c'était un village qui était à proximité de mon village natal. Kokho se trouvait dans la partie supérieure de cet endroit, à environ une trentaine de kilomètres. Par la suite, j'ai entendu des gens dire que Kokho était un site d'exécution. When you were living by the river, Question. Quand vous viviez au bord de la rivière, dans une cabane, vous dites avoir vu des gens être transportés par bateau pour être emmenés au centre de sécurité. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. J'ai vu des gens se faire transporter en bateau vers le centre de sécurité. Question. Environ combien de fois avez-vous vu des gens se faire transporter là-bas par bateau? Réponse. Une seule fois. Question. Environ combien de personnes étaient à bord du bateau que vous avez vu? Réponse. Environ 5 ou 6 personnes. Question. Ces 5 à 6 personnes que vous avez vues sur le bateau, pouvaient-elles librement se déplacer à bord de ce bateau? Réponse. Non. Ils avaient les mains attachées dans le dos. Je savais que ces gens avaient probablement été accusés d'être des ennemis, raison pour laquelle elles avaient les mains ligotées dans le dos. Question. C'était de mai à novembre 1975. Vous avez déclaré que pour votre part,
Les Khmers rouges considéraient que les ennemis étaient les 17 avril. Est-ce exact? Réponse effectivement. Question. D'après vous, les anciens soldats du régime de Lon Nol étaient également considérés comme étant des ennemis. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Question. Lorsque vous avez vu ces gens qui avaient les mains attachées dans le dos, est-ce que vous avez pensé qu'hormis les 17 avril et les anciens soldats de Lon Nol, il y avait aussi d'autres ennemis? Réponse. De 75 à fin 76, ceux qui avaient les mains attachées derrière le dos devaient, d'après moi, être soit des 17 avril, soit des soldats de Lon Nol, car ils étaient considérés comme des ennemis. Question. Vous avez dit que les gens qui étaient emmenés au centre de sécurité disparaissaient toujours. Est-ce exact? Réponse. Ceux qui étaient emmenés au bureau de sécurité 15 disparaissaient et ne revenaient jamais. Question. Si j'ai bien compris, ce centre de sécurité numéro 15, vous l'avez vu de vos propres yeux. Est-ce exact? Réponse, c'est exact. C'était au village 1 et 2, là où nous allions récolter. Nous passions donc toujours à proximité de ces villages avant d'être expulsés vers la province de Porsat. Le centre de sécurité se trouvait soit dans le village 1, soit dans le numéro 2, je ne sais plus. You've spoken already. Question. Vous avez déjà dit des liens entre votre père et le centre de sécurité numéro 7. Je voudrais passer à l'époque où vous étiez à la 2e coopérative, celle de Cabalchepok. S'agissant de ce centre de sécurité, et ici, je fais référence à votre procès-verbal d'audition, en anglais 0037 93 15, en khmer 0037 34 26 et en khmer 0037 34 26. Voici ce que vous dites du centre de sécurité numéro 7, je cite. Ceux qui étaient au centre de sécurité 7 étaient surveillés de près, mais malgré tout, on les laissait travailler. Ils étaient surveillés étroitement. S'ils continuaient à commettre des fautes, ils seraient enverrés au centre de sécurité numéro 8. Au centre de sécurité numéro 8, le traitement des prisonniers était misérable. Ils avaient les mains enchaînées, ils étaient entravés et subissaient de graves tortures. Est-ce exact? Réponse. Effectivement, au centre de sécurité 07, les gens qui avaient volé quelque chose pour s'alimenter étaient rééduqués. Si les gens s'amendaient, ils étaient libérés. Dans le cas contraire, ils étaient envoyés au centre de sécurité
08. Le centre de sécurité 07 se trouvait dans une pagode et le 07 se trouvait dans un village. L'interprète de cabine française répète ce qu'il entend. Still referring to the same page of your. Je suis toujours sur la même page de votre procès verbal d'audition et vous faites ici référence au centre de sécurité numéro 8. On vous pose une question à propos de 500 prisonniers qui ont été tués à ce centre et vous avez répondu « J'ai vu les habitants évacués de la zone Est, province de Sveirieng. On les a attachés en une ligne, on les a emmenés au centre de sécurité 8 pour les exécuter. Est-ce exact? Réponse. Oui. C'était juste avant la libération par les soldats vietnamiens. Les gens avaient été envoyés de la province de Sveirieng à la coopérative. Un jour, je procédais à la récolte et j'ai vu que des gens de la zone Est étaient attachés, les deux mains dans le dos, et avaient été transportés le long des rizières. J'ai vu une vieille femme. Quel âge avez-vous, tante? Elle m'a dit qu'elle avait très soif et qu'elle venait de Sveirieng. Deux des miliciens l'ont forcé à aller le plus vite possible. Et je me suis rendu compte que ces gens étaient envoyés au centre de sécurité 8. Ceux qui étaient jeunes étaient attachés en file indienne et envoyés au centre de sécurité 8. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le président. Monsieur le procureur, de combien de temps avez-vous besoin pour procéder à l'interrogatoire de cette partie civile? L'accusation. 3 minutes, Monsieur le Président. Le Président. Je donne à présent la parole au Conseil international de Nuremberg. Maître Iannuzzi, merci Monsieur le Président. Je regrette cette interruption de l'interrogatoire. J'aimerais simplement apporter une précision ou demander une clarification. L'accusation va-t-elle continuer sur ce sujet? Parce que d'après ce que je vois dans la déclaration de la partie civile au bureau des couches d'instruction, aujourd'hui, il semblerait que nous parlons de 1978. Nous passons à 78. Et si c'est le cas, je présente l'argument suivant. Ce qui s'est produit sur un site de crime en 68 n'est pas couvert par la période pour les témoins déposant sur des faits ou des crimes. Comme il a été rappelé ce matin, nous devons parler des mouvements de population, des déplacements de population phase 1 et 2 et du centre de sécurité nouvellement ajouté par la Chambre. Donc, 78, nous sommes d'avis que cela n'est pas pertinent pour ce segment du procès. Merci. Le Président. Merci pour ces remarques. Monsieur le procureur, pouvez-vous en effet respecter les limites temporelles pour ce segment du procès, à savoir les déplacements de population phase 1 et 2. Il semblerait en effet que vous vous écartez des limites établies, notamment les faits à Pursat sont limités à Tulpotrei. Monsieur le procureur, vous avez maintenant la parole.
l'accusation. Puis-je dire que je comprends l'objection et votre décision, Monsieur le Président? La raison pour laquelle je parlais de cela bien rapidement était simplement... C'est parce qu'elle avait parlé du fait que son père, dis-je, avait été à ce centre de sécurité, mais je vais passer à autre chose. Madame Insovan, la commune dans laquelle vous étiez, Kobalchepok. À l'époque où vous étiez dans cette commune, avez-vous entendu parler de Tul Po Chray? Réponse. La commune de Tul Po Chray, il m'est arrivé d'y travailler, de passer devant l'endroit. C'était un site pour exécuter des soldats de London. J'ai su plutôt des villageois que c'est là qu'ils avaient tué les soldats de London. J'ai été assise pendant un moment. Et quand je l'ai su, il fallait que je quitte le site. Donc c'est exact. When you were receiving this Question. Quand vous avez reçu ces renseignements à propos de Tul Po Chray, étiez-vous dans le village même où l'on vous a donné ces informations? Quand j'étais là pour faire la collecte de quelque chose, au début 77, j'ai marché du village de Kobalchepok. Je suis allé à Korku et au village de Tulpool. Et j'ai vu, des gens m'ont dit que c'était un site d'exécution. Et à la fin de l'année 76, au début 77, nous passions par là pour faire la collecte de la chaux pour les cabanes. Question. Quand vous alliez faire la collecte de cette chose là-bas, saviez-vous qu'il y avait un site d'exécution? Réponse. C'était le site d'exécution réservé. C'était le site d'exécution. C'était là qu'on exécutait les soldats de London. Car les soldats de Khmer Rouge ont dit que ils avaient donc donné les ordres à leurs victimes et les victimes avaient obéi aux ordres, étaient montées dans le camion et étaient allées là pour y être exécutées. Les exécutions ont eu lieu pendant en avril 75 et ça a pris un demi-mois. C'est ce que j'ai su des villageois. Question. Alors que vous étiez à cet endroit, avez-vous vu des signes d'exécution? Y avait-il des fausses... y avait-il quelques signes que ce soit qu'il y avait eu des exécutions?
Réponse. J'ai vu que la terre, il y avait de la terre couverte. Je me suis assise là, j'ai rencontré les villageois de la coopérative de Kbalchupo et ils m'ont dit que les membres de leur famille avaient été tués là. C'est tout ce que j'ai su. And when we talk about the execution, Question. Lorsque l'on parle du site d'exécution, était-ce une aire ouverte ou y avait-il des bâtiments quelconques? Construction. Réponse. C'était dans un champ. Proche du Tonlé Sap. Un champ très vaste, près de la forêt inondée. Question. Dans vos discussions avec d'autres personnes, vous a-t-on dit combien de soldats de l'ONUL avaient été exécutés là-bas? Réponse. Ils ne nous ont pas donné. Ils ne m'ont pas donné de chiffres. Ils ont simplement dit qu'ils avaient vu des camions avec des gens dedans qui étaient envoyés là. Donc on ne m'a pas donné de chiffres précis. Et ce n'était pas que des soldats de l'ONUL. Il y avait aussi les fonctionnaires de l'ancien régime qui avaient tous été rassemblés et envoyés à ce site pour y être exécutés. Le procureur. Merci, Madame Yemsovan, pour avoir répondu à mes questions. Monsieur le Président, je vous remercie et je regrette d'avoir dépassé les 3 minutes que j'avais promises. Le Président. Merci, Monsieur le procureur. Je vois, maître, que vous demandez la parole. Avez-vous quoi que ce soit à dire à la Cour, maître Yanoutsi? Oui, en effet, j'ai 2 points à soulever. Tout d'abord, peut-être dans l'intérêt de la partie civile, je dirais tout de suite que la défense de Nunchen n'aura pas de questions à poser. Et mes confrères m'informent qu'ils n'ont pas de questions. Donc peut-être que l'on pourra renvoyer la partie civile chez elle. Je ne veux pas vous dire quoi faire, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup pour ces informations. Avez-vous quoi que ce soit d'autre à dire? Maître Yanoutsi, en effet, il y avait ce que j'essayais de dire tout à l'heure, mais je peux le faire lundi matin. Il est après tout 16h15 passé. I believe Judge Cartwright's asking. Je vois que la juge Cartwright vous demande quel est le sujet de mon intervention. Eh bien, c'était vos commentaires liminaires que vous avez faits à cette partie civile. Et je soulève ce point car j'imagine que vous ferez sans doute des commentaires semblables à d'autres témoins. Vous me corrigerez certainement si je me trompe. Corrigez-moi si je me trompe. Ce que j'ai dans mes notes, que vous avez fait référence à des crimes commis par des accusés allégués. J'ai un problème avec cette façon de le formuler. Ce n'est pas du tout, Monsieur le Président, une attaque. La juge Cartwright me fait des signes.
បាទលោកក៏ឲ្យខ្លឹមសារនៃកម្មវត្ថុ Le président. Veuillez, je vous prie, nous dire quel est le sujet de votre intervention. De quoi souhaitez-vous parler? Je vous le rappelle fréquemment, maître. Est-ce que vous n'avez pas compris? Ou voulez-vous que la Chambre de première instance vous donne des précisions supplémentaires? Quel est le sujet de votre intervention? Afin d'éviter que vous fassiez des commentaires qui viennent insulter la Cour ou critiquer le président, comme quoi il n'est... Maître Iannuzzi, je n'entends pas du tout faire insulte à la procédure. Je regrette que tout le monde semble, que l'on présume que tout ce que je vais dire est insultant, et j'ai une demande très courte, très simple, à propos de vos observations avant que dépose cette partie civile. Et laissez-moi, une fois de plus, j'essaierai d'être très clair et je vais parler très lentement. J'ai entendu que vous avez dit, alors que vous expliquiez à la partie civile ce que nous allions faire aujourd'hui pour l'audience, vous avez dit, et je vous prie de me corriger si je me trompe, c'est ce que j'ai noté, les crimes commis par des accusés allégués. Et j'ai malheureusement un problème avec cela. C'est le manque de qualification devant crime. Vous auriez dû dire, je pense, selon moi, et peut-être l'avez-vous fait, et vous me corrigerez si je me suis trompé. Vous auriez dû dire des crimes allégués commis par les accusés allégués. Et j'aimerais expliquer cela pour les fins du public. Nous ne tenons pas pour acquis que des crimes commis à la base ont été commis. Cela demeure à déterminer. À savoir si des crimes ont été commis, cela reste à être déterminé. Et si qui que ce soit est responsable de ces crimes, cela aussi demeure à être déterminé. Et c'était mon commentaire, et c'est relié d'ailleurs à autre chose. Et je fais ici référence au document E 163, barre 5. Et c'est une notification d'une décision sur la requête des coprocureurs d'ajouter des sites de crimes supplémentaires dans le cadre du procès 002/01. Et cela touche l'ajout des meurtres à tout le portrait. Une fois de plus, il n'y a pas eu de qualification ou de mise en garde à côté de meurtre, donc meurtre commis entre 76 et 76 et meurtre à tout le portrait. Cela peut sembler banal, mais je n'essaie pas ici d'être, comment dire, je n'essaie pas d'énerver qui que ce soit. Je le fais par un souci de clarté pour tous et aussi pour le public, et nous devons garder à l'esprit que ce sont des allégations. Et cela vaut pour les crimes à la base, tout comme les niveaux de responsabilité quand les personnes qui sont derrière moi, enfin du moins la personne qui est derrière moi. J'espère que c'est très clair, j'espère que ce n'est pas insultant en aucune manière. Je pense qu'il est très important que qu'une chambre composée de juges, utilise le langage approprié, de sorte à ne pas donner l'impression au public que qui que ce soit d'entre vous ait déjà pris la décision que des crimes ont été commis, que des meurtres ont été commis. Cela demeure encore en suspens. Voilà l'argument que j'avais présenté, et c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. បាទអរគុណសូមជម្រាបលោកមេធាវី Le président. La défense de Yang Sari demande la parole. Maître Angoudom. Madame, Messieurs les juges, nous appuyons la position adoptée par la Maître Iannuzzi. En effet, nous n'avons pas de questions à poser à la partie civile.
et nous gardons le droit de poser des questions si nous sommes d'avis que les juges posent des questions qui portent sur notre client et nous pourrons ainsi choisir de poser des questions. Le président, qu'en est-il de la défense de Khieu Samphan? Avez-vous des remarques à faire? Maître Kongsamon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous n'avons aucune question à poser à la partie civile. Le Président. La parole est à la partie civile. Je voudrais juste faire une remarque. Je pense que, quel que soit le fondement des réflexions de mon confrère, je pense que le moment n'est vraiment pas approprié de poser ce genre de questions et de développer ce genre de débat. Je pense que ça aurait pu être développé à un autre moment, quand cette dame avait quitté la salle. Je crois que cette dame est en train de faire quelque chose de très difficile, de quelque chose de très important dans sa vie en tant que partie civile. Je trouve que ces débats peuvent avoir lieu à d'autres moments. Je ne sais pas ce que sera la décision de la Chambre sur le fait de l'entendre maintenant, alors qu'il est 4h20 passé, pour qu'elle s'explique sur son préjudice, qui est aussi quelque chose de très difficile. Mais je pense que maintenant il est trop tard. Je crois qu'il faut qu'elle ait le temps de le faire. Et par conséquent, à cause des réflexions de mon confrère qui auraient pu être faites à un autre moment, cette dame sera obligée de revenir lundi. Dans tous les cas, je pense qu'il est mieux qu'elle vienne lundi et qu'elle prenne le temps de faire ce qu'elle doit faire, plutôt que de le faire dans les conditions qui sont celles de maintenant. C'est tout ce que je voulais dire. បាទអរគុណហើយដើម្បីបញ្ជាក់នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសិទ្ធិរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីគឺ Le Président. Laissez-moi, Madame, vous rappeler vos droits en tant que partie civile. Vous pouvez en effet exprimer les souffrances que vous avez subies, préjudice moral, matériel, en lien direct avec un crime et les souffrances que vous subissez toujours, raison qui vous aurait poussé à vous constituer partie civile. Les personnes accusées Yangsari, Khieu Samphan, Nuon Chea et les crimes commis pendant la période du Kampuchea démocratique dans le cadre du procès 002/01, notamment les déplacements de population phase 1 et 2 dans la période allant d'avril 1975 à 1977. Vous devez indiquer le préjudice que vous avez subi pendant cette période. Le Président. Pour la partie civile d'aujourd'hui. Pour les parties civiles à venir, il y aura les sites de crimes de Tulpochre. Toute partie civile qui subit des souffrances ou un préjudice reliés à Tulpochre pourra expliquer les souffrances subies, notamment dans la perte d'un être cher, et au site de crimes de Tulpochre. Le moment est opportun pour lever l'audience et nous reprendrons donc les débats lundi le 22 octobre dès 9h. Nous entendrons la partie civile TCCP 25.
ហើយលោកស្រីយឹមសវណ្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្ម Madame Imsovan. Voilà qui met fin à l'audience de l'audition, mais la Chambre vous permettra de parler de vos souffrances, mais nous n'avons plus le temps pour ce faire. Et la Chambre de première instance vous invite donc à revenir lundi pour que vous puissiez au début de la journée lundi parler des souffrances que vous avez subies. Madame l'huissier d'audience, veuillez coordonner avec la WESU pour assurer le retour de la partie civile chez elle et nous assurer qu'elle soit de retour au prétoire avant 9 h le 22 octobre. Garde de sécurité, veuillez raccompagner les accusés au centre de détention et les ramener lundi avant 9 h au prétoire. L'audience est levée.